Alors, le titre était traitement médicamenteux. Avant de faire et plutôt que de faire un catalogue des différents traitements médicamenteux et des effets indésirables, j'ai préféré qu'on se recentre sur ce qui était l'évaluation de la douleur, ce qui générait de la douleur au quotidien chez les malades, et puis savoir un petit peu comment on pouvait améliorer nos pratiques, puisque c'est les topos qui seront faits également par la suite. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Alors, d'abord, quand on regarde et quand on pose la question aux patients et à leurs familles et même aux équipes paramédicales, de savoir ce qui a été éventuellement stressant et ce qui a pu générer un certain nombre d'inconforts aux patients, eh bien, on s'aperçoit que la douleur fait partie est mise en premier par les patients eux-mêmes quand on les réinterroge après leur séjour en réanimation, mais aussi par les familles et par les soignants également. Quand on regarde les sources d'inconfort, encore une fois, si on regarde les sources d'inconfort en réanimation, on retrouve le manque de sommeil, mais pas que. On retrouve en deuxième position sur une échelle, quand on demande aux gens de classer sur une échelle de 0 à 100, eh bien vous voyez que la douleur apparaît comme un élément d'inconfort pour les patients une fois encore. Et puis la mise en place de perfusion est quelque chose qui ressort également et qui là typiquement fait partie du soin paramédical mais aussi médical puisque ça comprenait également les voies veineuses centrales. Alors l'objectif et les trois objectifs que je me suis fixé sur cette présentation, c'était d'identifier les principales causes de douleur, de savoir comment évaluer cette douleur et comment la traiter. Alors, identifier les causes de douleur en réanimation, vous le savez très bien, il y a de nombreuses sources de douleur en réanimation, que ce soit le fait d'être alité, le fait d'avoir des perfusions, d'être branché à un certain nombre de machines, que ce soit le ventilateur, les machines de dialyse, et éventuellement, même comme dans ce cas-là, des ECMO véno-veineuses. Et dans des grandes séries qui se sont intéressées aux soins qui étaient douloureux en réanimation, eh bien, on s'aperçoit que c'est des soins que vous faites et que vous réalisez au quotidien qui sont des soins douloureux, puisque là, on regardait quelle était la douleur avant la procédure et après la procédure, et je vous donnerai que quelques exemples, mais vous voyez, l'aspiration trachéale est un soin qui fait qu'elle génère éventuellement de la douleur. La prise de sang est également un soin douloureux, et le nursing est également considéré comme un soin douloureux puisque ça augmente, l'échelle de douleur augmente de manière significative avant et après la réalisation du soin. De quoi se plaignent les malades en réanimation? Ils vont pas, quand on les interroge après et quand on leur demande quelles étaient les douleurs ressenties, eh bien en fait ils se plaignent principalement, pas seulement d'avoir des douleurs sur les sites opératoires pour la post-opératoire et la réanimation chirurgicale, mais en tout cas pour les patients médicaux, ils se plaignent principalement d'avoir des douleurs dans le dos et dans les membres, et 51% des patients décrivaient au moins un épisode douloureux défini par une échelle visuelle numérique supérieure à 3 sur 10. Il n'y a pas de différence que les patients soient en réanimation chirurgicale ou en réanimation médicale sur les caractéristiques de la douleur. Et donc, sur ce point-là, je crois qu'il n'y a absolument aucun débat. Les patients de réanimation, qu'ils soient en post-opératoire ou que ce soit des patients purement de réanimation médicale, eh bien, ont et expriment de la douleur. Cette douleur, elle a une importance également, puisque quand on regarde l'évolution de cette douleur au cours de l'hospitalisation, on s'aperçoit que cette douleur, l'incidence, elle augmente au cours du séjour en réanimation. Et vous voyez qu'il y a également plus, il y a une douleur qui peut survenir au repos, qui est exprimée au repos ou lors des soins, et que ce soit l'un ou l'autre, on a une incidence de cette douleur qui augmente au cours du séjour en réanimation, et donc probablement qu'il faut
voire à prendre cette douleur de manière très précoce. L'autre élément important quand on s'interroge sur les traitements médicamenteux de la douleur, c'est quel traitement je vais mettre en place, mais surtout quel élément va permettre de dire que cette douleur doit être traitée ou ne doit pas être traitée. Et donc, c'est toute la problématique de l'évaluation chez le patient communicant et chez le patient non communicant. Alors, vous savez tous qu'il y a deux types de façons d'évaluer. Soit on demande au patient et il nous répond « j'ai mal » ou « je n'ai pas mal ». Soit on a une hétéro-évaluation, c'est-à-dire que vous, soignants paramédicaux ou les docteurs, eh bien, sur un certain nombre d'éléments, vont se dire « ce patient a probablement mal » ou « celui-là, je suis certain qu'il a mal ». De savoir exactement et d'avoir des éléments objectifs pour caractériser cette douleur, ce n'est pas aussi facile que ça. On sait bien que l'ensemble des signes cliniques qu'on peut regarder, la tachycardie, le fait d'avoir la tension artérielle qui monte au moment d'un soin, c'est pas très bon quand on essaye d'avoir une corrélation entre ces éléments cliniques et l'évaluation. Et c'est pour ça qu'il existe un certain nombre d'échelles et d'échelles qui ont été évaluées. Et c'est pour ça que les recommandations en fait, internationales sont celles de dire qu'il faut monitorer de manière régulière la douleur avec des échelles appropriées et notamment l'échelle BPS qu'on va détailler par la suite. Cette échelle BPS, en fait, comme vous le voyez ici, il y a 3 domaines. Le faciès du malade, le mouvement des membres et l'adaptation au ventilateur. Et puis, il y a différents niveaux en fonction de mon patient grimace. Il est totalement désadapté du ventilateur. Il essaye de venir au tube ou ce genre de choses. Et donc, ce score va de 3 à 12. Et cette échelle est validée chez le patient intubé ventilé comme échelle permettant d'évaluer correctement la douleur. Chez le patient qui est non communicant, alors qu'il soit intubé ou non, cette échelle BPS est validée. Et donc vous voyez, on a vu chez le patient intubé, mais également chez des patients qui ne seraient pas intubés, mais qui ne seraient pas communicants, on peut avoir exactement le même type d'échelle pour évaluer la douleur. L'autre façon d'évaluer la douleur, je vous l'ai dit, c'est de demander au patient de savoir s'il a mal ou non. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Et pour cette auto-évaluation, finalement, s'il y a une seule échelle à retenir, puisqu'elles ont été testées largement, eh bien, c'est l'échelle visuelle numérique, qui est cette échelle de 0 à 10, qui est horizontale, qu'on présente au patient et sur lequel on lui demande de nous dire s'il a ou non de chiffrer exactement le niveau de douleur entre 0 et 10. On parle de douleur modérée à sévère au-delà de 3 sur 10 et les traitements sont recommandés au-delà de 3 sur 10. Traiter la douleur, pour venir exactement au sujet qui était celui des traitements médicamenteux, eh bien, le seuil de traitement de la douleur, ça va être ce seuil de 3 sur 10. Et sans qu'il y ait vraiment de choses révolutionnaires, les recommandations pour le traitement de la douleur lors des soins et en réanimation, eh bien, c'est d'utiliser des médicaments opioïdes en première ligne, et notamment les morphiniques qui sont le traitement de choix en première intention. Voilà, c'est vraiment, il faut retenir, s'il y avait un seul médicament à retenir, je pense, ça serait celui-là. Mais il n'y a pas que ça. Alors,
quand on regarde les différents types de morphiniques qu'on peut utiliser, on peut utiliser du sulfate de morphine ou du fentanyl ou du rémifentanyl. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est la durée d'action de ces médicaments qui est variable, leur délai d'action, puisque ce n'est pas du tout pareil. Vous voyez que si vous faites un bolus de morphine, on considère que le délai pour obtenir une efficacité de la molécule est de 5 à 10 minutes. Donc si je fais mon bolus de morphine et qu'une minute après je fais mon soin, eh bien forcément le patient, je n'ai pas pris en charge sa douleur avant le soin. Et puis il faut connaître qu'en fonction des terrains, en fonction des pathologies qui amènent les patients, on préférera telle ou telle molécule. Alors voilà, je vous ai mis ici les doses et puis les effets indésirables de ces médicaments que vous pouvez retrouver facilement dans cette revue et ces guidelines américains de la prise en charge de la douleur. Il faut les connaître, mais je considère que ce n'est pas forcément, encore une fois, le plus important. Le plus important étant d'évaluer correctement la douleur au départ. Les autres traitements de la douleur, qui sont des traitements qui sont associés au traitement morphinique, et vous voyez là, les recommandations sont également très claires. Ils suggèrent que des médicaments non opioïdes, analgésiques, peuvent être considérés comme des co-analgésiques avec le but de diminuer les effets secondaires de la morphine et doivent être considérés à ce moment-là, puisqu'il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent être co-analgésiques et qui vont limiter, épargner d'abord les doses de morphine et puis limiter les effets secondaires de morphine. Alors vous avez tous ces médicaments, la kétamine, l'ibuprofène éventuellement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens également. L'idée étant que il faut essayer d'avoir une analgésie qui soit multimodale, qui agisse sur les différentes voies de la douleur, en sachant que ces médicaments, eh bien, ils sont potentialisateurs les uns des autres et que l'idée est encore une fois, d'épargner au maximum les doses de morphine et notamment les effets indésirables. Parmi ces médicaments, il y en a un que vous connaissez très bien, qui est l'Acupan. Et ne serait-ce que, j'ai juste pris cet exemple, vous voyez, 59 patients inclus, 37 patients non communicants, 22 non communicants, et puis on leur fait un bolus de 20 mg de Nefopam, et on regarde encore une fois l'échelle visuelle, on regarde le BPS, c'était des malades intubés, et vous voyez que ce BPS diminue au fil du temps. Par contre, il est noté qu'il y a des effets hémodynamiques de l'Acupan, et donc un quart des patients vont augmenter de plus de 15% leur fréquence cardiaque et un quart des patients vont diminuer leur pression artérielle moyenne de plus de 15%. Ce qui fait dire que, en fonction du contexte clinique, il y a un certain nombre de molécules qu'il ne faudra pas utiliser dans le traitement de la douleur, et notamment ce Nefopam quand on a affaire à des malades éventuellement coronaropathes ou dont leur fréquence cardiaque est déjà très élevée. Alors, dans cette prise en charge de la douleur, au-delà du médicament, ce qui est important, c'est que cette prise en charge doit être protocolisée et que les protocoles doivent être évolutifs, réévalués au cours du temps. On ne prendra qu'un exemple, celui de ce papier, le Nurse Do Project, de l'équipe de Montpellier, d'Audrey De Jong et Gérald Schank, où on a implémenté un protocole de gestion de la douleur. 200 patients ont été inclus, 800 procédures quotidiennes de réanimation ont été évaluées. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec une prise en charge protocolisée, on utilise plus d'antalgiques, on diminue la douleur. Pardon, c'était les flèches. On utilise plus d'antalgiques et on diminue la douleur. Et il y a moins d'effets indésirables des médicaments avec la mise en place de ce protocole.
La douleur, traiter la douleur en réanimation et la traiter tôt, ça a un impact aussi sur l'évaluation et sur le devenir de ces patients. Et cette évaluation, elle doit être systématique parce qu'on sait qu'une évaluation systématique de la douleur améliore le devenir des patients en termes de durée de séjour et en termes de durée de sédation. Donc, pour conclure, la douleur en réanimation, c'est une réalité, on le sait très bien, c'est un symptôme d'alarme. Il faut que le traitement de la douleur corresponde à quelque chose de protocolisé. La prise en charge de cette douleur réduit la morbidité des patients de réanimation. Il faut que l'évaluation soit standardisée, systématisée, systématique, et que ça doit être évalué par des outils validés, que sont les échelles que je vous ai montrées, et que ça nécessite forcément d'avoir des protocoles de prise en charge de ces douleurs dans les services, et qu'il y a le traitement médicamenteux, mais pas que, il y a probablement d'autres traitements qui peuvent être abordés, et on en aura l'exemple dans les présentations qui vont suivre. Merci beaucoup.